Ok, donc là, on va voir les différents sous-types de campagnes de recherche. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul type de campagne de recherche, il y en a trois, et on pourrait même dire quatre, avec leur campagne Smart locale. Donc on va voir ça en détail dans ce sous-module. Et on va mixer à la fois de la théorie, à la fois de la slide, mais aussi un petit peu de démonstration pour que ça commence à devenir un petit peu plus concret et un petit peu plus pratique. Alors, commençons. Déjà, premier sous-type de campagne, la campagne classique. D'accord? Donc la campagne classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fournit les mots-clés, on rédige les annonces en entier, vous verrez que le en entier, il est important, et on a une URL par annonce. Ensuite, Google fait matcher les mots-clés choisis avec les requêtes réelles, ça veut dire nous on donne des mots-clés à Google, les gens tapent des requêtes dans le moteur de recherche et Google fait un matching. C'est ce qu'on verra un petit peu plus en détail après quand on parlera de la manière d'utiliser les ciblages de mots-clés. Parce qu'il y a des subtilités qui font que pour un mot-clé donné, vous pourriez apparaître sur peut-être 200 recherches différentes tapées par des internautes. Donc ça, c'est très important et on verra ça au moment où on parlera des ciblages par mots-clés. Donc, la campagne classique, on fournit les mots-clés, on fait les annonces, on a une URL par annonce, Google fait le matching avec les mots-clés qu'on lui a donnés et va ensuite faire apparaître nos annonces. Donc ça, c'est le classique. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien faire un petit peu de démonstration. Donc là, on se retrouve dans Google Ads. Je viens ici pour faire une nouvelle campagne. Je choisis donc une nouvelle campagne. Si vous vous rappelez bien de ce que je vous ai un petit peu expliqué auparavant, vous devez choisir un objectif. Donc vous voyez, des objectifs, il y en a 7. Plus ici la capacité de faire des campagnes sans objectif. Moi je me sers notamment de campagnes sans objectif pour faire de la vidéo, sinon pour le reste du temps je vais avoir tendance à utiliser un objectif, donc généralement soit les ventes soit les prospects. Ensuite donc il nous demande de choisir le réseau, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai expliqué dans le sous-module précédent, je vous disais que le choix du réseau se faisait au niveau de la campagne, et bien on est en plein dedans, vous voyez, donc là on va choisir le réseau, donc nous ce qui nous intéresse dans cette formation c'est le réseau de recherche, donc on va là-dessus. Ensuite, donc indiquez comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Donc si vous voulez faire une campagne de search classique, là vous n'avez pas à vous en préoccuper pour l'instant. Vous continuez, vous créez, et là on arrive dans les paramètres de la campagne. Donc on va lui donner un nom, on va appeler ça test classique par exemple. Ici on va avoir le choix des réseaux, donc là il faut absolument désactiver le réseau display de Google. Pourquoi? Parce que c'est des campagnes bien spécifiques. Il peut y avoir des cas, 5% des cas, où ça peut être intéressant de cibler les deux. Ça veut dire que vous donnez des mots-clés, que vous diffusez sur le réseau de recherche, mais aussi sur le réseau display. Et le ciblage utilisé pour le réseau display correspond à vos mots-clés, c'est-à-dire du ciblage contextuel, c'est-à-dire que globalement, l'intention de recherche derrière un mot-clé doit se retrouver sur la page où vos annonces seront diffusées. Disons que quand on est dans un contexte vraiment hyper local ou qu'on est dans un contexte où on a vraiment du mal à avoir du volume, quelque chose de très niché, ça peut avoir du sens, mais vraiment dans 95% des cas, je vous conseille de désactiver ça. Ici, on va pouvoir laisser, ici on est en français, admettons qu'on cible la France, donc on fera le ciblage géographique un petit peu plus tard, je passe rapidement, je lui donne un budget. Vraiment, là, l'idée, c'est de pouvoir passer à la suite le plus vite possible. Voilà, donc j'en suis à la création de mon groupe d'annonces, et puisque je suis sur un groupe d'annonces classique, vous voyez, type de groupe d'annonces, ici j'ai le standard, ce que j'appelle moi le classique, ou alors le dynamique, on va voir ça dans quelques instants. Donc au niveau du groupe d'annonces standard, je dois évidemment donner des mots-clés, donc test, voilà, tester, j'en sais rien, vraiment l'idée là, on fera dans le module suivant un cas concret de A à Z où on crée le compte et on va jusqu'au bout, y compris les optimisations basiques, puisqu'on est dans une formation débutant, mais vous inquiétez pas, on va voir ça concrètement. Là, je fais n'importe quoi pour passer rapidement, pour faire le point de ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer ici, dans un sous-type de campagne classique, c'est qu'on donne les mots-clés à Google, c'est nous qui déterminons les mots-clés ici, et puis ensuite, évidemment, il va falloir qu'on crée des annonces, donc on va pouvoir se donner ici une URL, hop. Voilà, super. Ici, test. Génial. Vraiment, l'idée ici, c'est on s'en fout. Donc là, on a la prévisualisation, évidemment, qui apparaît.
À un moment, je vous ai donné une définition, je vous ai dit l'URL finale. Donc vous voyez, ça c'est l'URL finale où la personne qui va cliquer sur la pub, elle va atterrir. Elle atterrira sur cette URL-là, brunoguyot.com. Maintenant, j'ai ici l'URL à afficher et je pourrais très bien lui mettre gestion AdWords. Donc, vous voyez, ici, la personne dans l'URL à afficher, quand elle verra mon annonce, elle verra brunoguyot.com/gestion/AdWords. Mais elle n'atterrira pas sur cette page-là, elle atterrira sur celle-là. Hein. Rappelez-vous un peu de la différence entre l'URL finale, la vraie page sur laquelle la personne va atterrir après avoir cliqué sur la publicité, et à contrario, l'URL à afficher, qui est celle qui s'affiche ici. Au final, elle est différente. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir rajouter des mots-clés, tout simplement, et que le mot-clé dans ce petit chemin d'URL sera en gras s'il correspond à ce que la personne a tapé. Donc l'annonce est plus visible, donc elle est censée être plus cliquée. Voilà un petit peu le subterfuge et la finalité de pourquoi on a des URL finales et des URL à afficher. Donc, ce que je voulais faire comme point ici, c'est qu'on a choisi les mots-clés. Ici, on crée une annonce, on la crée en entier, on définit les titres, les descriptions, on choisit l'URL où on veut envoyer les personnes. Là, on est sur un schéma classique, d'accord ? Revenons à nos slides. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les annonces dynamiques. Donc les annonces dynamiques, on fournit des pages, contrairement à là-haut où vous voyez qu'on fournit des mots-clés. On rédige des descriptions, d'accord? Là, vous voyez qu'on rédigeait des annonces en entier. Et bien là, on donne seulement les descriptions. Les titres sont choisis par Google. Donc vous voyez, titre SEO de la page choisie par Google parmi celles autorisées lors du setup. Je vais rendre ça plus clair, je vais vous montrer, ça va devenir limpide. Mais si Google, je lui donne des pages, et parmi les pages que je lui ai données, il y a brunoguyot.com par exemple, pour reprendre le même exemple que précédemment, eh bien il va aller regarder la balise meta title de la page en question et il va afficher ça comme titre. Je n'ai pas la main sur le titre que je veux afficher ici. Ce qui signifie, autrement dit, que quand vous faites des campagnes DSA, la qualité des titres, des balises title de vos pages sont capitales, puisque c'est elles qui vont s'afficher en titre de vos annonces. Si vous avez un titre qui est tout pourri et qui fait 3 mots, votre annonce ne sera pas pertinente du tout, elle ne sera pas très performante. Donc faites attention à ça quand vous faites du DSA. Les titres correspondent aux balises title de vos pages, donc assurez-vous au préalable qu'elles soient rédigées correctement un minimum. Donc nous, on mettra simplement la description ici, c'est la seule chose qu'on rédigera, ça non. Donc l'URL est choisie par Google, c'est-à-dire que nous, on va donner à Google tout un tas d'URL en lui disant, voilà, tiens, ça c'est des URL sur lesquelles j'aimerais qu'on fasse de la pub, des URL étant des pages, voilà les pages sur lesquelles je voudrais qu'on fasse de la pub. Je te laisse décider pour moi les mots-clés qui correspondent à ces différentes pages, je te fais confiance. Et donc, Google fait matcher les pages choisies avec les requêtes des internautes. C'est-à-dire qu'il va comprendre le texte, les intentions de recherche qu'il y a à l'intérieur de vos pages, et par rapport à ça, il va déterminer pour vous les mots-clés sur lesquels vos publicités doivent s'afficher. Voilà, donc si je reprends l'exemple de ce qu'on avait fait précédemment, on a créé une campagne de test classique. Dedans, on a créé un groupe d'annonces classique dans lequel on a donné nos mots-clés et dans lequel on a créé nos annonces en entier. Maintenant, je voudrais vous montrer comment on fait un groupe d'annonces qui soit DSA, qui soit dynamique. Donc déjà, il y a deux choses à faire. La première, c'est de retourner au niveau des paramètres de la campagne. Donc soit vous créez votre campagne et vous créez ça correctement en ayant en tête à l'avance que vous voulez faire une campagne dynamique. Donc à ce moment-là, vous allez devoir paramétrer ce qui s'appelle les annonces dynamiques pour le réseau de recherche. Donc vous cliquez là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez à la fois au moment où vous créez la campagne et que vous pouvez retrouver après coup, si vous ne l'avez pas paramétré, en allant sur votre campagne dans les paramètres. D'accord? Et vous avez vu que vous avez cette option-là. Donc ici, on va saisir le domaine. Donc si on reprend mon exemple, mon domaine à moi s'appelle brunoguyot.com. Si vous remarquez, je ne mets pas de www, je ne mets pas de http, https. Je me contente de simplement mettre ça. C'est une exigence Google. Ensuite, il me dit, OK, dans quelle langue je dois aller regarder ton site? Donc pour moi, il est en français. Maintenant, si j'avais un site multilangue, anglais, allemand, italien, etc., j'aurais la possibilité de choisir la langue sur laquelle je veux que Google aille considérer les pages. D'accord?
Donc ici, je reste en français et je pourrais tout à fait, si j'avais encore une fois un site en multilingue, créer une deuxième campagne et cette fois lui dire « Ok, tu vas me faire ça en anglais. » D'accord? C'est le même principe, sauf que cette fois, il fera matcher des requêtes qui sont tapées par des gens qui parlent anglais ou des mots-clés en anglais. Ensuite, on va avoir plusieurs options ici pour déterminer les pages qu'on va donner à Google. Donc soit on utilise l'index de Google. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que il va regarder les pages qui sont référencées, qui sont indexées, pour parler plus précisément. Des pages indexées, ça veut dire que peut-être vous avez 100 pages sur votre site, mais que Google en a seulement 25 qu'on peut trouver par son moteur de recherche. Ça veut dire que vous en avez 75 qui sont non indexés. Et donc, dans ces conditions, en utilisant cette option-là d'utiliser l'index, ça veut dire que Google aura finalement 25 pages sur lesquelles il pourra travailler. Parmi les 100 qui existent sur votre site, lui ne prendra que les 25 qu'il connaît dans son moteur de recherche pour le référencement naturel. Ensuite, on est capable d'utiliser uniquement des URL issus d'un flux de pages. Alors un flux de pages, c'est un fichier Excel ou CSV dans lequel on va lister toutes les pages pour lesquelles on veut que Google fasse matcher des requêtes, y compris si ces pages ne sont pas indexées. Vous voyez, c'est un peu le pendant. Ici, il y a uniquement les pages qui sont indexées, mais ça peut être limité. Si vous êtes très mauvais en SEO, ce sera très limité. Et à contrario, ici, vous allez avoir la possibilité de lui donner des pages, y compris si elles ne sont pas indexées. Donc comme ça vous permet d'avoir la main sur la totalité des pages de votre site. Et puis, vous pouvez enfin, ici, avoir des URL issues à la fois du flux de pages et issues à la fois des pages que Google a déjà indexées et qui connaît. Donc on a ici vraiment la capacité de choisir l'ensemble de nos pages. Il faudra simplement déterminer en fonction des pages indexées la manière à utiliser. Moi, pour l'exemple, je ne vais pas me prendre la tête, je vais aller simplement sur les pages que Google connaît. Donc là, j'enregistre. Donc là, j'ai fait l'étape 1 sur 2. Je vous ai dit, il y a 2 étapes. L'étape 1 sur 2, ça va être de renseigner le nom de domaine et la langue au niveau des paramètres de la campagne. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il va falloir faire, ça va être de créer un groupe d'annonces dynamique. Donc là, je viens me mettre au niveau des groupes d'annonces. Je viens créer un deuxième groupe d'annonces. Et ici, je vais lui dire que c'est un groupe d'annonces dynamique, d'accord? Puisque c'est, comme je vous l'ai expliqué, quelque chose de différent. C'est un sous-type différent. Donc je lui dis que je veux un groupe d'annonces dynamique. Donc il me dit attention, c'est pas la même chose. Je lui dis OK. Et vous voyez qu'ici, on n'a plus la possibilité d'ajouter des mots-clés. Par contre, on a la possibilité de donner des pages à Google. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a 3 options. Première option, catégorie recommandée pour votre site web. Donc les catégories recommandées pour le site web, ça veut dire que Google, il a une très bonne idée de votre site web, de quoi il parle, des différentes thématiques, et il va catégoriser tout plein de pages ensemble selon une thématique qui lui apparaisse à lui être pertinente. Donc par exemple, je lui ai donné mon site à moi, et voilà les catégories d'après lui, pour les pages qu'il connaît, voilà ce qui est intéressant. Donc Google Ads Freelance, Google Ads Coût par clic, Google Ads Blog, Google Analytics KPI, Google Tag Manager, Stratégie. Donc vous voyez, tout ça, c'est des catégories qui, d'après lui, sont représentatives de ce qu'il y a sur mon site. Donc je pourrais tout à fait choisir une catégorie Google Ads. À partir du moment où j'ai choisi cette catégorie-là, lui va faire matcher tout un tas de pages que Google a déterminées comme étant catégorisées Google Ads. C'est lui qui choisit les pages. Moi, j'ai simplement choisi une catégorie et ça devient le ciblage. Ensuite, il y a d'autres moyens de faire. On peut aussi faire par des URL spécifiques. Donc, on peut taper, par exemple, des URL exactes. Donc, si j'en prends une, bruno.guyot.com, voilà. Donc, ça, c'est une URL exacte. Mais on a aussi la possibilité, donc on pourrait avoir une liste, hein. Je pourrais par exemple avoir ça, ensuite je vais lui dire, par exemple, page 1, c'est des pages qui n'existent pas évidemment, mais vous voyez, le truc c'est ça, on va pouvoir lister toute une ribambelle de pages qu'on juge être très connexes, d'accord? On peut aussi mettre juste une seule URL, hein, c'est pas un problème. On peut enfin faire voilà, des règles d'URL, donc par exemple, il faut que l'URL contienne Google Ads, par exemple. Hop. Et on peut même avoir un système de croisement, il faut qu'elle contienne aussi gestion, par exemple. Donc en gros, ça veut dire que toutes les pages, toutes les URL qui contiennent à la fois gestion et Google Ads, alors ça va devenir le ciblage, d'accord? Vraiment, là, on est dans une optique de prendre toutes les pages de notre site et de créer des conditions pour en faire des paquets
et les donner à Google et lui dire démerde-toi avec ces pages-là, tu fais matcher les requêtes qui vont bien. D'accord? J'espère que c'est clair au niveau du mindset. Et puis on a une troisième et dernière option. Celle-là, c'est évidemment la plus simple, c'est de dire ok, tu prends toutes les pages web et puis tu te démerdes avec ça. Donc nos ciblages, ce qu'on appelle des cibles d'annonces dynamiques, se renseignent ici. Voilà, donc admettons que moi je veuille aller sur toutes les pages du site, je continue. Et puis à ce moment-là, je dois créer l'annonce. Hein. Rappelez-vous, là je lui ai donné des pages, alors qu'en classique on donne des mots-clés. Ensuite, en classique, on crée une annonce en entier. Donc là on est dans du dynamique. La seule chose que j'ai, c'est uniquement de pouvoir rajouter des descriptions. Donc voilà, hop, je mets n'importe quoi. Et vous voyez, le titre va être généré dynamiquement. En fonction de la page que Google aura choisie, il va afficher le titre SEO de cette page, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, j'enregistre. Et voilà, j'ai un groupe ici qui est classique. Appelons-le classique. Voilà. Et puis j'ai un groupe ici qui s'appelle DSA. On pourra lui donner un autre nom plus tard. D'ailleurs, c'est assez intéressant de lui donner un nom qui soit représentatif du ciblage que vous avez. Si par exemple j'avais choisi, donc là j'ai pris toutes les pages, donc je pourrais lui mettre hop, toute page. Mais si j'avais choisi uniquement l'URL Google Ads, je pourrais mettre URL Google Ads. Vous voyez, l'idée c'est que facilement vous puissiez comprendre c'est quoi le ciblage à l'intérieur de votre groupe d'annonces. Puis là, c'est un peu pareil, j'ai appelé ça classique, mais il faut donner un nom qui soit explicite. Donc si par exemple l'intention de recherche ciblée par ce mot-clé, c'est formation Google Ads, alors je donnerai formation Google Ads comme nom. Un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, si je reviens dans ce compte, là j'ai des groupes d'annonces et évidemment, on essaye de donner des noms qui soient pertinents pour comprendre ce qu'il y a dedans. C'est de la logique pure. Alors, ensuite, il y a un troisième sous-type de campagne, c'est ce qu'on appelle les campagnes appel uniquement. Donc, on fournit des mots-clés, on rédige des annonces d'appel, d'accord? Ce n'est pas des annonces qui sont similaires aux autres. D'ailleurs, je vous ai fait un aperçu ici. Hein, donc, on voit, on a une grosse icône de téléphone. Le titre est obligatoirement appelez-le avec le numéro de téléphone. En dessous, on va avoir le nom de l'entreprise, un titre 1, un titre 2, une description. Et facultativement, c'est une option, on n'est pas obligé, on peut aussi mettre un lien vers le site web. D'accord? Donc, on fournit des mots-clés, on rédige des annonces d'appel, l'utilisateur ne visite pas votre site. C'est-à-dire que ça, c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que l'utilisateur ne visite pas votre site. Donc, en gros, il clique sur l'annonce et la seule chose qui va se passer, c'est que ça va appeler, en fait. Ça va vous appeler. C'est des annonces d'appel uniquement. C'est pas un hasard, ça s'appelle comme ça. C'est parce que c'est des annonces qui sont faites pour obtenir des appels uniquement, pas des visites sur un site web. Là encore, je vais vous faire une petite partie démonstration. Donc pour créer des campagnes avec le sous-type appel uniquement, il y a une manière bien précise de faire. Donc on va aller se mettre au niveau des campagnes. On va créer une nouvelle campagne. On va dire que ce qu'on veut, c'est des prospects, de la recherche. Et ici, c'est important, vous devez renseigner votre numéro de téléphone à ce moment-là. Donc vous lui dites votre numéro, vous continuez. Là, on peut laisser la France. Il faudrait évidemment donner un nom de campagne, choisir en français. OK, je lui donne un budget. Tout ça, on le reverra en détail un peu plus tard et on prendra le temps, donc vous inquiétez pas. Donc là, vous allez choisir les mots-clés. Admettons, je lui mets test, j'enregistre et je continue. Et voyez qu'ici, on arrive donc sur une annonce d'appel uniquement. Donc, on a le format, hein, si vous vous rappelez bien, on a le même format que ce que je vous ai montré ici. Hop, et puis bah, voilà, on va pouvoir donner une URL. Alors elle est recommandée, hein, c'est pas une obligation. Si je lui donne une URL, vous voyez que j'ai ici visité le site qui apparaît. Si je l'enlève, il n'y est plus. URL de validation, donc l'URL de validation, c'est pas obligatoire de l'inclure, mais ça permet à Google Ads de vérifier que le numéro de téléphone qui s'affiche dans les annonces, il existe bien et qu'il est bien le même que celui de votre site web. D'accord ? Donc vous pourriez lui donner une URL de validation, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Moi je lui donne pour la forme, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite ici, vous allez pouvoir lui dire, voilà, ce que vous voulez, gestion de campagne Google, expert depuis 15 ans, hop, nom de l'entreprise Bruno Guyot SARL, ligne de description, appelez-moi pour
réussir vos campagnes. Là, vraiment, je mets rapidement. Il y a un truc qui est quand même important, il faut que le suivi des appels soit activé. Donc ça veut dire qu'il faut avoir créé une conversion d'appel. On reviendra à ça plus tard. Si vous n'avez pas de conversion appel, ça veut dire que les gens vont cliquer sur la pub, ça va vous appeler, mais ce ne sera pas comptabilisé comme conversion. Ce qui n'a aucun sens, rappelez-vous. Pour pouvoir analyser vos campagnes et optimiser en fonction de la performance, il faut bien avoir un indicateur qui matérialise votre succès. Et matérialiser le succès, c'est des conversions. Et dans le contexte d'une campagne de recherche d'un sous-type appel uniquement, eh bien, la conversion, c'est de comptabiliser les appels. Donc vous devez avoir dans votre compte une conversion qui comptabilise justement les appels. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment Google fait pour comptabiliser des appels comme conversion. Il y a une technologie qui est utilisée, je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure. Donc là, j'ai créé mon annonce uniquement, je lui dis OK, j'enregistre, je publie, et je me retrouve bien avec ma campagne d'appel uniquement, mon groupe d'annonces, avec mon annonce qui correspond à ce qu'on vient de créer, de l'appel uniquement. Revenons à notre présentation. Donc voilà un petit peu pour les différents sous-types. Maintenant, j'aimerais vous lister les avantages et les inconvénients de chacun. Donc commençons par les campagnes dynamiques, ce qu'on appelle les campagnes DSA, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où on donne des pages à Google et c'est lui qui se débrouille pour faire matcher les mots-clés et les requêtes tapées par les gens en fonction de la pertinence par rapport à vos pages. Donc l'avantage, c'est qu'on a un maximum de diffusion sans avoir à passer trop de temps à construire. Effectivement, on va pouvoir donner tout un tas de pages à Google et lui dire tu te débrouilles avec ça. Et finalement, en 5 minutes, on a construit une campagne qui va diffuser à travers plein de pages. Et donc, on a un potentiel de diffusion qui est assez fort sans avoir passé trop de temps à construire. On verra que c'est un avantage, mais que, inévitablement, ça induit aussi des inconvénients. Un autre avantage, c'est que ça permet de faire un round de découverte très rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un round de découverte? Un round de découverte, c'est en donnant les pages à Google, lui va faire apparaître nos publicités sur des mots-clés qu'il juge pertinents et il va nous donner ces mots-clés. Il va nous donner ces mots-clés et nous, on pourra aller regarder les mots-clés que Google a jugés pertinents et voir s'il y en a qui sont très bien et qui en plus font des conversions. Et ensuite, on pourra récupérer ces mots-clés et les créer dans une campagne classique où c'est nous qui gérons tout. Les campagnes classiques, pour rappel, sont celles où on a le plus de contrôle. On donne le mot-clé, on fait une annonce bien pertinente qui envoie sur une page bien précise. Donc en fait, si vous voulez, avec les campagnes DSA, on va très rapidement pouvoir avoir plein de mots-clés différents et des pages qui convertissent à ces mots-clés. Et ensuite, on va pouvoir récupérer ça, le mettre dans un groupe d'annonces classique et gérer, contrôler correctement à la fois le message dans l'annonce et la page de destination. Un autre avantage, c'est que ça automatise la stratégie de longue traîne. Alors si je vous dis ça, c'est d'une part évidemment parce que c'est vrai, mais aussi d'autre part parce que c'est une question qui est susceptible de vous être posée durant la certification. Donc qu'est-ce que ça veut dire automatiser la stratégie de longue traîne? En fait, c'est un concept de SEO. En SEO, on a les termes qu'on appelle de tête, c'est-à-dire les mots-clés vraiment les plus recherchés. Et puis on a ce qu'on appelle les termes de longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés qui sont très peu recherchés, mais qui sont quand même très précis puisqu'ils sont de longue traîne. Généralement, les termes de tête, ça contient un ou deux mots, par exemple gestion, campagne. Et puis les termes de longue traîne, ils vont contenir beaucoup plus de mots. Ils ont moins de volume, ils sont moins recherchés, mais ils contiennent plus de mots. Par exemple, gestion, campagne, Google à la performance. Ça va être typiquement un mot-clé de longue traîne. L'avantage en utilisant des campagnes dynamiques, c'est que vous allez pouvoir apparaître sur tout un tas de mots-clés longue traîne, les découvrir grâce à Google qui va vous les donner plus tard puisqu'ils ont généré des clics. Et comme ça, vous allez pouvoir apparaître sur plein de mots-clés et ne pas avoir à créer des groupes d'annonces pour plein de mots-clés et ainsi vous retrouver avec plein de groupes d'annonces. D'accord? Donc ça va automatiser cette stratégie et ça peut même être intéressant d'avoir, si vous voulez, des campagnes classiques qui vont gérer des termes de tête, des termes à fort volume, et puis conserver une campagne dynamique uniquement pour tout ce qui n'est pas des termes de tête, c'est-à-dire des termes de longue traîne. C'est vraiment ça que ça veut dire automatiser la stratégie de longue traîne. Dernier avantage, c'est qu'on a un réservoir de scale qui est important, puisque c'est lié au fait de la longue traîne. Si vous faites des groupes d'annonces classiques sur les 10 mots-clés les plus importants de votre activité, vous avez un certain volume. Si d'un seul coup, vous rajoutez une campagne dynamique qui va cibler tous les mots-clés de longue traîne, vous allez rajouter beaucoup de volume sans avoir à le cibler
manuellement et y passer trop de temps. Donc on va dire que vous avez un réservoir de scale, un réservoir de diffusion qui est très important grâce à ces campagnes. Maintenant, les inconvénients, il y a forcément plus de travail d'exclusion puisque DSA égale broad match. Alors je vais essayer de vous faire simple parce qu'il y a des concepts là-dedans qu'on n'a pas encore vus. Les mots-clés que vous donnez à Google, vous avez plusieurs niveaux de ciblage pour pouvoir déterminer à quel point le mot-clé que vous donnez à Google doit correspondre exactement à ce que vous donnez ou vous lui donnez de la liberté d'aller chercher d'autres mots-clés qui ressemblent. D'accord ? Et ce qu'on appelle le broad match, c'est-à-dire le ciblage large, si par exemple vous donnez un mot, gestion de campagne Google, eh ben, ça veut dire que Google va pouvoir faire un matching avec plein de requêtes qui ne correspondent pas à votre mot-clé mais qui sont proches, que Google juge être des synonymes ou des fautes d'orthographe ou des mots, des intentions de recherche qui sont similaires. Si par exemple je lui donne gestion de campagne Google en large, il pourrait très bien me faire apparaître sur optimisation, publicité Google. Donc vous voyez que c'est très proche d'un point de vue sens, mais pourtant les mots qui sont écrits dedans, à part Google, c'est que des mots différents. Donc ça, c'est un ciblage large. A contrario, si j'avais donné gestion de campagne Google sur un ciblage mot-clé exact, là, uniquement ou presque, je n'apparaîtrai que quand les gens tapent exactement ça. Donc, quand on est en ciblage large, on va apparaître sur plein de requêtes pour un seul mot-clé donné. Dans le tas, il y en aura des bonnes, dans le tas, il y en aura des mauvaises. Les mauvaises, il faut les exclure, c'est ce qu'on appelle faire un travail d'exclusion, de manière à ne plus faire apparaître nos publicités sur des recherches qui ne sont pas pertinentes. On va voir tout ça en détail plus loin, ne vous inquiétez pas. Mais là où je voulais en venir par rapport à ces campagnes DSA, c'est que les campagnes dynamiques sont l'équivalent d'un ciblage en large, c'est-à-dire que vous allez apparaître sur plein de choses, des choses pertinentes et des choses qui ne le sont pas. Donc ce qui était un avantage ici, c'est-à-dire qu'on peut démarrer très vite, avoir beaucoup de volume et vraiment pas passer beaucoup de temps à construire, se transforme en inconvénient aussi plus tard, puisqu'il va falloir faire un gros travail d'aller regarder les mots-clés sur lesquels Google nous a affichés et exclure tous les mots-clés qui ne sont pas pertinents. Encore une fois, on y reviendra, vous inquiétez pas. Un autre inconvénient, c'est que ce sera rarement aussi performant que quand on manage ça en classique. Donc là, on en revient un petit peu à ce que je vous expliquais par rapport au round de découverte. On va découvrir plein de mots-clés qui sont potentiellement intéressants, d'autres non. Donc ceux qui ne sont pas intéressants, il va falloir les exclure. Mais pour les mots-clés intéressants, eh bien, on va diffuser une annonce qui aura comme titre le titre SEO de notre page et il n'y a que la description sur laquelle on aura la main. Et puis sur la page de destination, c'est pareil, on n'a pas vraiment la main puisqu'on a donné des pages à Google et lui utilise ces pages-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on détecte avec des campagnes dynamiques un mot-clé qui est intéressant? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut le récupérer, le mettre dans une campagne classique, managée. Donc on reprend ce mot-clé et cette fois on le donne à Google, on lui dit ce mot-clé m'intéresse. Et là on va pouvoir créer des annonces complètes au lieu de ne pas avoir le titre. Là on aura la main sur le titre, les descriptions. On va pouvoir faire de l'A/B testing et avoir plusieurs annonces différentes. Et de la même manière, on pourrait aussi avoir un A/B testing sur des pages différentes. Tout ça, quand vous êtes en dynamique, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc le dynamique, c'est génial à bien des égards, mais le dynamique n'est rarement une fin. C'est rarement une fin parce qu'on fait quasiment toujours mieux quand on fait une gestion managée en classique. Un autre inconvénient, le volume dépend grandement des performances SEO de votre site. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous utilisez l'index de Google relatif à votre site web, c'est-à-dire uniquement les pages que Google connaît, peut-être qu'il n'en connaît que 25% de toutes celles que vous avez, eh bien, forcément, ça dépend des performances SEO de votre site web. Si vous avez 3 pages indexées sur 200 pages, finalement, vos campagnes DSA ne vont pas vous donner énormément de volume. Par contre, si vous avez 150 pages indexées par Google en référencement naturel sur 200 pages, là, vous allez avoir beaucoup plus de volume. Donc attention, les campagnes DSA dépendent beaucoup de votre performance SEO. Je pondère ça dans le sens où, si on donne un flux de pages à Google, on va être capable de lui donner des pages qui ne sont pas indexées et sur lesquelles on va quand même pouvoir faire de la pub. Ça, c'est la théorie. Maintenant, dans les faits, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois que j'ai donné des flux de pages qui n'étaient pas indexés à Google pour faire des campagnes DSA, j'ai rarement eu beaucoup de volume. Donc, voilà, c'est à noter.
Maintenant, je voudrais faire un comparatif avantage-inconvénient pour les annonces et les campagnes de sous-type appel uniquement, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc, l'avantage, c'est que ça va générer un maximum d'appels et c'est top pour les entreprises où il y a la majorité du business qui rentre par le téléphone. Exemple, une pizzeria. Une pizzeria, elle reçoit ses commandes au téléphone et elle est dans le jus entre 18, 18h30 et puis 21h30, 22h. Ça va dépendre à quelle heure elle arrête de prendre des commandes. Mais chez elle, hormis les gens qui se déplacent et qui viennent commander, il y a quasiment tout qui se fait par téléphone. Donc là, c'est un taxi aussi. Un taxi, c'est pareil, ça va se jouer majoritairement au téléphone. Donc pour des entreprises où le but du jeu, c'est de générer des appels téléphoniques, ces campagnes, elles sont particulièrement adaptées puisqu'elles vont générer un maximum d'appels. En fait, elles vont ne générer que ça, finalement, puisque c'est le but. Sauf si, évidemment, vous avez mis en place une URL pour que les gens puissent visiter le site. Mais si vous ne l'avez pas mis, les seuls résultats de ce sous-type de campagne appel uniquement sera d'obtenir des coups de téléphone. Un autre avantage, c'est que, comme je vous l'expliquais au préalable, on va pouvoir facilement traquer ces appels téléphoniques comme étant des conversions. Pour ça, il faut simplement paramétrer des conversions d'appels, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, un inconvénient, c'est qu'il faut 2 clics pour appeler. En fait, la personne qui va cliquer sur votre annonce, sur son téléphone, ça va lui dire « Est-ce que vous voulez appeler ce numéro ?» Donc, il aura un 2e clic à faire pour que ça vous appelle effectivement. Donc vous payez le 1er clic, le clic sur l'annonce, mais ça ne donnera pas forcément un appel, parce que parfois, les gens qui voient des campagnes appel uniquement, ils cliquent sur la pub en pensant atterrir sur un site web, et quand ils se rendent compte qu'en fait il faut appeler, ils ne vont pas le faire. Donc ça, c'est un des inconvénients de ce format-là, et il faut généralement valider en testant du classique par rapport à des appels uniquement pour voir si finalement c'est plus avantageux d'aller sur de l'appel uniquement. C'est pas toujours le cas et j'ai presque envie de dire c'est rarement le cas, sauf pour des business où vraiment tout se passe par téléphone. Ces campagnes-là, elles ont vraiment été faites pour ce genre de business-là. Moi, dans les faits, on a beaucoup de clients avec Blaise et des appels annonces uniquement, on s'en sert très peu. Il y a peut-être un compte où on a des annonces comme ça, mais c'est vraiment pas la majorité. Et souvent, quand on confronte des annonces classiques avec une extension d'appel, une notion qu'on verra un peu plus tard encore une fois, par rapport à des appels uniquement, eh bien, la campagne classique avec extension d'appel gagne. Voilà. Mais encore une fois, il faut tester, parce que ça, c'est jamais une certitude. Un autre inconvénient, c'est qu'on ne dispose pas des avantages d'une visite sur le site. Quels sont les avantages quand quelqu'un vient sur votre site? C'est qu'il prend un cookie, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le recibler, on va pouvoir, si on a un analytics sur notre site, eh bien, la visite sera comptabilisée dans l'analytics, donc on aura des données, on pourra étudier. C'est pareil, quand vous envoyez quelqu'un sur votre page, si celle-ci est faite correctement, la personne, elle va être sensibilisée à votre marque, elle va voir votre logo, vos couleurs, et puis elle va voir aussi votre positionnement, votre proposition de valeur. Si une personne clique sur une annonce appel uniquement, et qu'elle fait que téléphoner, à aucun moment elle ne rentre dans l'analytics, à aucun moment on peut la recibler au niveau remarketing, techniquement on peut par Google Ads, mais en tout cas par Analytics ce ne sera pas possible. Et puis surtout, elle n'aura jamais vu votre proposition de valeur, votre différence par rapport à la concurrence, votre branding, votre logo, votre marque. Donc finalement, tout ça c'est des avantages qu'on n'a pas quand on utilise des annonces d'appel uniquement, évidemment. Un dernier inconvénient, c'est que c'est adapté pour les mobiles, mais du coup pas pour les ordinateurs et les tablettes, puisque forcément, sur un ordinateur ou une tablette, on ne va pas pouvoir appeler en cliquant sur le bouton. Encore que si, en théorie, si par exemple sur mon Mac, je clique sur une annonce comme ça, diffusée sur un ordinateur, ça va me proposer d'appeler avec Skype, par exemple, ou avec FaceTime, par exemple. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients. Maintenant, j'aimerais conclure ce sous-module par des avantages-inconvénients au niveau du search classique. Donc, le classique, c'est qu'on a un maximum de contrôle sur l'ensemble des variables, les annonces, les pages, les mots-clés. Un autre avantage, c'est que ça peut être aussi performant en génération d'appels que les campagnes d'appels uniquement grâce à l'extension d'appels, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Inconvénient, c'est qu'il faut plus de travail, d'accord? Il faut plus de création de groupes d'annonces pour scaler que si on utilisait
des campagnes DSA, hein, des annonces dynamiques. Comme je vous l'ai dit, le dynamique, il a un potentiel de scale qui est beaucoup plus important, avec une construction au départ qui est très très faible. On y passe peu de temps. Donc ça, c'est un des inconvénients du classique par rapport au DSA. Un dernier point pour finir, j'aimerais vous faire un petit mot sur ce qu'on appelle les campagnes locales ou encore les campagnes smart, les campagnes de search, de recherche intelligente. En fait, c'est des campagnes que vous pouvez créer en passant par Google My Business. Là, je vous donne un exemple. C'est une copine qui est naturopathe. Elle fera d'ailleurs l'objet du cas concret pour créer les campagnes qu'on verra dans un autre module. Et en gros, vous voyez ici, on vient de créer le compte My Business et tout de suite, Google nous dit attire plus de clients, crée ta première campagne avec nous. Donc si je clique ici sur commencer, on va créer une campagne smart, d'accord? Une campagne locale de recherche intelligente. C'est encore un type de campagne, un sous-type de campagne bien différent. Je ne rentre pas dans le détail trop de ce truc-là, d'une part parce que c'est pas terrible, ça c'est mon avis, et puis en même temps, dans le contexte de la certification Google pour le réseau de recherche, il n'est pas question de ces campagnes-là. Donc je passe rapidement dessus, je voulais juste donner un petit mot pour que vous sachiez que ça existe. J'ai quand même listé quelques avantages inconvénients. Donc l'avantage, c'est qu'elles sont très faciles à mettre en œuvre. Vraiment, en quelques clics, vous avez une campagne qui tourne. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à donner de mots-clés. En fait, Google se sert des informations contenues dans votre fiche Google My Business pour déterminer sur quels mots-clés il va vous faire apparaître. Maintenant, c'est un inconvénient aussi, parce que au final, quand on regarde un petit peu ces typologies de campagnes et qu'on va dans le détail pour voir sur quoi Google nous fait apparaître, la plupart du temps, on apparaît sur le nom de notre marque. Mais si notre marque n'est pas connue, du coup, on a très peu de volume. Et puis, on a très peu la main sur quoi que ce soit, puisque c'est des campagnes smart, des campagnes intelligentes. Donc, c'est le même principe que les campagnes smart display ou smart shopping. Tout est plus ou moins automatisé. La seule chose sur laquelle on a la main, ça va être évidemment les créatives, donc les annonces, les messages, etc. Et puis aussi les enchères, hein, mais de manière très limitée, puisque là, on est vraiment sur des enchères automatisées. On n'a pas la possibilité de mettre des coûts par clic. Donc, on peut jouer un petit peu avec les enchères et les algorithmes, mais ça reste très limité aussi. Voilà pour les différents sous-types de campagnes sur le réseau de recherche.